Vous écoutez Arte Radio. Moi, je déteste quand on dit quand même, votre mère était dure, machin et tout, mais elle était lucide. C'est un jugement qui vient s'abattre sur les mères en oubliant que par ailleurs, dans leur vie, elles doivent lutter contre tellement de trucs. Tu dois mener ton travail, être amante ou pas, c'est épuisant, quoi. Et d'avoir à tout faire, tout. Qui s'intéresse à la crèche, qui s'intéresse à l'école, qui s'intéresse au pédiatre 20 fois par semaine, ça. Et dans l'attention à l'enfant, quoi. Qui est pas juste venir jouer 3 minutes, gouzou gouzou, et puis je me tire. Et après, on posera la question à tes enfants, savoir comment étaient leurs parents. Mais pardon, mais être père et être mère, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ma mère, elle est grand-mère comme elle a été mère. C'est-à-dire que quand je lui dis que je vais être mère, elle me dit mais t'es folle. Pourquoi ? Et en même temps, je sais qu'elle a adoré être mère. Mais elle me signifie aussi à quel point on est entravé ensuite dans sa vie de femme. Je crois que c'est sa manière de me dire perds pas ça de vue, quoi. Il faut être conscient de ce que vivent les femmes, des discriminations qu'elles vivent en tant que femmes, pour pouvoir changer la société. Mais tu peux pas excuser les femmes de violenter ou de dominer parce qu'elles-mêmes sont discriminées ou violentées. On ne peut pas ne pas penser ce qu'ont vécu les enfants. Ça, c'est pas possible. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 66, Tout sur nos mères. Mémoire de fille. Maman, si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi. À tous les livres que tu m'as lus, aux heures passées ensemble à la bibliothèque municipale, dans les musées, devant les spectacles de danse, de théâtre, aux concerts. C'est grâce à tous ces papiers que tu as remplis pour m'inscrire à la piscine, au handball, aux cours de dessin ou de musique. Grâce aux rendez-vous chez le pédiatre, l'orthodontiste, l'orthophoniste, la conseillère d'orientation. C'est grâce aux organisations tous les ans, des Noëls, des anniversaires, des vacances, des cousinades. Aux cartes postales écrites avec toi, des toutes petites. À ta façon de dire « ne t'occupe pas trop de ce que pensent les autres ». À tes câlins et tes robes fleuries qui tournoient sur John Baez. À tes grosses boucles d'oreilles qui balancent en manif. C'est grâce au bouquet de muguet du 1er mai, au poster de Caroline Carlson dans le couloir, aux cassettes audio d'Anne Sylvestre. Pourtant, à partir de mes 16 ans, notre lien a commencé à s'abîmer. Je t'en ai beaucoup voulu. On en a déjà parlé un peu. Maman, je sais que tu ne rates aucun des épisodes de mon podcast. Je sais que tu te démènes, malgré tes problèmes de santé, pour porter les questions féministes dans tous les lieux où tu milites et dans ta librairie préférée. Peut-être est-ce là la clé pour se retrouver, la suite de notre histoire ? Mais il reste tant de choses à se dire, et c'est parfois douloureux. Pourquoi j'ai tant de mal à te prendre dans mes bras ? C'est ce que j'ai voulu comprendre dans ces 2 épisodes qui s'interrogent sur ce que le patriarcat fait au lien mère-fille. Dans ce premier volet, 4 filles racontent leur mère et leurs souvenirs d'enfance auprès d'elles. En commençant par Claire Richard, qui vient de publier le livre « Pardonner à nos mères ». Claire a 40 ans, elle est autrice et réalise des fictions et des documentaires pour la radio. Elle a grandi en banlieue parisienne à Clamart, auprès de parents ingénieurs, dans un milieu de classe moyenne supérieure. J'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai pas de souvenirs de câlins. Ah mais en même temps, je sais qu'elle en a fait. Et tu vois, après, j'ai quelques souvenirs de elle me faisant un déguisement quand j'étais en maternelle. Elle nous emmenait au Louvre le premier dimanche du mois, là, quand c'était gratuit. On allait faire du vélo au bois.
Quand j'étais un peu plus grande, genre au collège, elle m'emmenait à son bureau et puis le midi, on allait acheter des habits. En fait, c'est des souvenirs qu'il faut aller chercher. J'ai pas de souvenirs de conversation avec elle. J'ai pas de souvenirs, alors que j'en ai avec mon père. Et avec un truc où mon père, l'été, on faisait des choses qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient assez folles et qui étaient marquantes. Il nous apprenait à tirer à l'arc, on faisait de l'astronomie parce qu'il était passionné de ça, donc il y avait un télescope. Il faisait de l'ornithologie et moi, quand j'étais petite, j'adorais ça. Et c'est encore des souvenirs qui me sont vachement précieux. Mais au quotidien, mon père, par exemple, il est jamais venu nous chercher à l'école. Ça me semble fou de me dire, en fait, entre le CP et l'entrée en 6e, il est jamais venu. Il cuisinait hyper bien, mais il cuisinait que le week-end. En fait, ma mère, elle faisait tout le reste. Et c'était quand même elle qui était sur le pont pas mal. Mais c'était lui qui était flamboyant. J'ai des souvenirs même corporels avec lui, tu vois, au sens où je me souviens d'être sur ses genoux. J'ai des souvenirs beaucoup plus incarnés de mon père. Il a incarné vachement plus un truc chaleureux et rassurant que ma mère. Je me souviens de blagues qu'il nous faisait. En fait, il y avait tout un truc de complicité très fort qui était tissé entre mon père et moi, je pense mon frère aussi. On a toute une série de références communes avec mon père, de BD, tu vois, de Gaston Lagaffe, Astérix, Lucky Luke, tout ça, les proutes, tu vois, des trucs comme ça, qui font pas du tout rire ma mère. Et ma mère, elle lisait peu de choses pour se divertir. Et qu'en fait, on en riait, tu vois, il y avait un peu un truc de... ah oui, maman, tu peux pas comprendre. Et en fait, et tout ça, je pense que quand même, je savais que ça la mettait à l'écart de nous. Comme souvent, tu vois, à l'adolescence, t'as une sorte de regard qui s'éveille. Et donc, j'ai commencé à vraiment voir toutes les façons par lesquelles il diminuait ma mère. Il l'excluait, il la rabaissait. Il regonflait sa posture aux dépens de ma mère. Je me suis mise à beaucoup m'opposer à lui. Et s'est mis en place ce truc un peu tragique de avoir le sentiment de défendre ma mère et de l'estimer moins parce que je me mettais à faire ça. Et puis ma mère, elle s'éteignait de plus en plus. Je la trouvais effacée et absente. Tu vois, en te parlant, je vois vraiment encore ce recoin là de table entre le frigo et la table, qui était vraiment un recoin dans lequel elle se mettait, elle se cachait, dans lequel elle allait le soir lire ses magazines toute seule dans la cuisine, alors que mon père était devant la télé de la pièce à côté. Et donc en fait, ce truc un peu mort, en fait. Et effectivement, moi j'ai commencé à me dire à ce moment-là qu'elle incarnait, tu vois, la faiblesse et qu'elle incarnait quelque chose que moi je voulais pas du tout être et que moi je suis pas ça. Personne me parlera comme mon père lui parle. Je veux pas être rabaissée comme ça. Mon père est mort de façon assez subite quand j'avais 20 ans. Tout a vrillé, mais d'une force. Ma mère, elle était complètement effondrée. Elle allait vraiment pas bien du tout psychologiquement à ce moment-là. Parce qu'elle, qui était dans une relation extrêmement asymétrique avec mon père depuis longtemps, c'est vraiment l'étai de ça qui est tombé. Donc elle est... Et par ailleurs, je pense que la mort de mon père, elle a ouvert un peu des failles psychologiques qui ont mis un peu de temps à se refermer. Enfin là, j'ai totalement endossé le rôle de fille aînée responsable. Donc j'ai fait beaucoup l'intermédiaire avec la famille, j'ai fait plein de démarches, c'est-à-dire cette dynamique où moi je gère, moi je suis une battante et elle pas du tout. Plus elle était effondrée, plus moi j'avais cette espèce de carapace qui se développait, et avec aussi la volonté qu'on me trouve digne, d'être contente aussi d'assurer aux yeux des amis de mon père et donc de prendre un peu sa relève. Donc il y a eu la phase d'urgence juste après, qui a duré quand même un peu longtemps. Et puis après, il y a eu elle et son angoisse, comme si ça avait du coup laissé la place à toute son angoisse. Ça me rendait dingue aussi de la voir si impuissante et où j'avais l'impression qu'elle incarnait la peur. Par ailleurs, ma mère, elle a appris la peur. Enfin, je veux dire, elle avait un père violent, qui avait des crises de colère et renversait les meubles. Et on lui a inculqué très tôt, son père, et aussi, je pense, le monde dans lequel elle vivait, son frère, etc., le fait que elle valait moins. J'ai reçu d'elle la peur. Cette peur dont moi, il fallait absolument, du coup, que je me débarrasse. Donc je dois rejeter cette peur, donc je dois la rejeter, elle, très violemment. Donc en fait, on criait beaucoup, et je me sens d'une fois où je l'ai poussée. Elle est tombée par terre, elle s'est mise à crier que je lui avais cassé le dos. Alors, ça n'était pas le cas, mais ça m'a fait vraiment peur parce que j'ai senti que quand même une violence vraiment grave, c'était pas hyper loin. C'est là où j'ai décidé de partir en voyage.
Et après, 2 ans après, je suis partie aux États-Unis 4 ans et je pense que c'est pas sans lien avec ça. Pour la psychologue féministe Annie Ferrand, la colère immense que peuvent ressentir certaines femmes contre leur mère trouve racine dans la très forte incompréhension que ressentent les filles toutes petites face aux inégalités de genre. Quand on est toute petite, on ne comprend pas pourquoi les garçons ont plus de droits que nous. On ne comprend pas pourquoi on nous donne moins la parole, on nous écoute moins, on nous réprime plus quand on est un tout petit peu plus agité, on nous réprime plus quand on a une très bonne idée et qu'on insiste et qu'on est obtus. On ne comprend pas pourquoi finalement on vient nous rapetisser. Et donc, voir l'origine du monde qu'est la mère, la voir aussi petite, insultée parfois, caricaturée souvent, voir ce monde réduit à une insulte misogyne ou à un cliché misogyne, eh bien, il y a quelque chose d'extrêmement décevant, de profondément humiliant. La maman est cet être petit que les hommes veulent petit pour être 2 fois plus grand qu'elle. Et cette peur amène certaines adolescentes à être en conflit ouvert avec leur mère sur les tâches domestiques, comme une espèce de résistance ou de grève. Les psys utilisent le terme de dépression postpartum en le naturalisant, en pensant que c'est les hormones, sans jamais évaluer s'il existe un homme à côté qui non seulement ne partage pas les tâches domestiques, ne partage pas les tâches parentales, mais en plus, parfois, il exerce des violences, notamment d'ordre psychologique, et puis également intrusion sexuelle, à remettre très rapidement le couvert sexuel dans la vie de la femme qui ne doit pas rester une employée à ce niveau. Et ce genre d'attaque a un effet terrible sur la mère, sur le lien mère-enfant bien entendu, puisque la mère épuisée peut dysfonctionner et là elle tombe en burn-out. C'est ce que l'on va appeler la dépression postpartum. Là, l'impact est énorme puisqu'il peut y avoir en effet des formes d'absence dans le lien, des formes d'absence dans le dialogue, des formes aussi de rejet. Toutes ces dimensions-là de l'amour, de qu'est-ce que être aimé, s'aimer, toutes ces dimensions-là sont construites par le tout petit enfant et il est clair que quand on est élevé par une maman qui, sur ces dimensions-là, a été maltraitée et détruite, il est possible, je dis bien il est possible parce que ce n'est absolument pas mécanique, la plupart des femmes arrivent à inventer des ressources psychologiques totalement improbables qu'elles n'ont pas pour elles-mêmes, mais il existe une part de mères qui n'ont pas ce dont elles pourraient nourrir l'enfant. Elles ne peuvent pas le transmettre. En préparant cet épisode, j'ai tout de suite pensé à l'activiste enfantiste Claire Bourdille, que j'avais rencontrée pour l'émission sur la domination adulte. Elle a créé le collectif enfantiste qui lutte contre les violences faites aux enfants, ce qui n'est pas sans lien avec son histoire. Claire a grandi avec ses 2 sœurs et sa mère à la campagne, dans un milieu pauvre. Mon père ne voulait pas de 3e enfant et ma mère voulait un garçon. C'est moi qui suis arrivée. Ça, c'est l'histoire de ma naissance. Et en fait, mon père est parti avec une autre femme. Il a trompé ma mère. J'avais environ 18 mois. Après, ils sont revenus ensemble avec ma mère. Je devais avoir 5 ans. Et puis ensuite, il est reparti vivre dans le sud. Et moi, je le voyais l'été. Et j'avais très peu de nouvelles de lui. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est un abandon. Quand ils se sont remis ensemble, en fait, il a acheté un restaurant qui a fait faillite. Et il est parti en laissant tout à ma mère. Donc le crédit qu'il y avait, parce qu'elle s'était portée caution. Et donc elle a dû tout payer pour lui. En plus d'élever seule ses 3 enfants. Plus une maison sur le dos, parce qu'en fait, ils avaient acheté une maison. Donc ça a été très compliqué. Moi, j'étais très consciente qu'on n'avait pas d'argent, qu'on risquait de perdre la maison. Elle nous disait même qu'on allait finir à la DAS. J'avais très peur de ça. Quand mon père est parti, il a fait une dépression. Quand je pleurais dans mon lit, elle venait pas me chercher. C'est ma sœur qui avait 5 ans, qui finissait par venir me chercher parce que je pleurais. Elle n'a jamais pris soin d'elle. Elle n'était pas du tout coquette. Par contre, elle est très tournée sur les autres. Donc, elle enseignait le catéchisme aux enfants. Et aussi, à un moment, elle était adjointe à la mairie.
Donc elle faisait énormément de choses pour les autres, mais pas forcément pour ses enfants. Même quand on était malade, par exemple, et en plus elle est infirmière, mais c'était compliqué. Elle nous emmenait pas chez le médecin. Elle nous écoutait pas quand on disait qu'on avait mal au ventre, qu'on avait mal quelque part. Elle nous croyait pas vraiment. Donc elle attendait beaucoup de temps avant de nous soigner. Donc nous, on a des souvenirs où on souffrait. Et puis aussi, elle nous a beaucoup répété que c'est grâce à elle si on avait un toit, si on avait à manger, parce que sans elle, en fait, on n'était plus rien, vu qu'on n'avait pas de père. Comme elle est infirmière, elle faisait du 3-8, donc on la voyait pas énormément. On était beaucoup toutes les trois. À l'école, par exemple, on se débrouillait toutes seules, mais on avait rarement des mauvaises notes. Mais je me souviens que quand on avait des mauvaises notes, on se faisait engueuler. Elle nous criait dessus, des paroles méchantes. Moi, je crois que j'ai été une enfant plutôt sage, parce que je voulais être aimée. Elle râlait souvent, elle nous engueulait tout le temps. Mais en fait, elle était jamais contente. Nous, on en avait marre, quoi. En fait, elle faisait peser une ambiance un peu morbide à la maison. C'était pas joyeux, c'était pesant. Et elle m'a souvent répété que j'étais comme mon père, alors qu'elle disait de mon père que c'était pas quelqu'un de bien, que c'était un voleur. Parce que moi, j'avais un rêve, j'aimais beaucoup la musique et je voulais un piano. Donc en fait, le fait d'avoir des rêves, c'était un peu être comme mon père, comme c'était mal en fait pour elle. Moi, je pouvais pas faire d'activité sportive parce que elle pouvait pas nous emmener toutes les trois, en plus avec son travail, c'était trop compliqué. On n'avait pas d'argent, on partait pas en vacances. Les loisirs entre guillemets que je me souviens, c'est qu'elle aimait bien faire des puzzles. Donc on faisait des puzzles avec elle. Et puis des fois aussi, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est qu'on dansait à la maison. Elle mettait la musique et on se mettait toutes à danser, mes sœurs et elle. Elle avait des vinyles, il y avait Mylène Farmer, Michael Jackson, Gold. C'était pas le quotidien, mais pour moi, c'était des moments extrêmement forts. Quand on dansait, on oubliait tout, on était heureux, on était ensemble, toutes les quatre. Pour la sociologue Colline Cardy, qui a notamment travaillé sur la violence des femmes, celle-ci se déploie parfois dans le cadre d'une rupture du care, ce prendre soin auquel les femmes sont assignées. La société produit de la violence maternelle à certains moments. Parce que ce travail est si intense, et pas rémunéré très souvent, et pas reconnu, et suspecté toujours d'être mauvais, eh bien ça peut aboutir à ces choses-là. Et donc, il y a une difficulté à penser cette maternité dans le poids qu'elle peut être, mais pas seulement, dans le pouvoir qu'elle peut représenter au sens de Foucault, au sens de relation de pouvoir, qui peut devenir une relation de domination, mais qui avant tout est une relation de pouvoir, qui se tisse entre les mères et les enfants dans un contexte qu'il faut pouvoir rappeler. Et au fond, d'essayer de comprendre comment dans cet espace-là, effectivement, il y a des formes de violence à l'égard de celles et ceux qui sont plus petits, plus vulnérables que soi. C'est donc réinscrire ce pouvoir maternel dans ces relations enchâssées de domination d'une certaine manière. Et donc à la fois penser les formes de pouvoir patriarcat, dans lesquelles les femmes sont prises, mais aussi des formes de domination adulte dans lesquelles les enfants sont pris. C'est tout ça qu'il faut réussir à penser. Pour moi, ma mère n'a pas d'histoire. Elle a toujours été là. Mon premier mouvement, en parlant d'elle, c'est de la fixer dans des images sans notion de temps. Elle était violente, c'était une femme qui brûlait tout, et d'évoquer en désordre des scènes où elle apparaît. Je ne retrouve ainsi que la femme de mon imaginaire, la même que, depuis quelques jours, dans mes rêves, je vois à nouveau vivante, sans âge précis, dans une atmosphère de tension semblable à celle des films d'angoisse. Je voudrais saisir aussi la femme qui a existé en dehors de moi,
la femme réelle, née dans le quartier rural d'une petite ville de Normandie et morte dans le service de gériatrie d'un hôpital de la région parisienne. Ce que j'espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Annie Ernaux, une femme. À l'inverse des récits que vous venez d'entendre, l'autrice Camille Kouchner garde un souvenir merveilleux de sa maman. J'ai voulu la rencontrer car je me suis souvenue de son livre « La Familia Grande », paru en 2021. Elle y révélait l'inceste commis par son beau-père sur son frère jumeau, brisant ainsi la chape de silence et permettant à des milliers de femmes de se reconnaître. Mais elle y faisait surtout une déclaration d'amour à sa maman. Ma mère était la meilleure mère du monde, mais parce qu'elle n'était pas mère, c'est quand même spécial. Parce que par rapport au code, par rapport à la normalisation du rôle de mère, elle était vraiment très très loin de tout ça. Elle m'emmenait pas aux activités, elle me proposait pas de lire un bouquin, enfin vraiment pas du tout. Voilà, elle en avait rien à foutre de comment elle s'habillait, elle en avait rien à foutre de comment elle se maquillait, elle en avait rien à foutre. Voilà, moi, elle m'a absolument pas transmis les codes du féminin, quoi. Enfin, du féminin tel que construit. Hein. Moi, je la vois fumer des clopes, rigoler de son côté, en jean, en se demandant quel est le prochain mec qu'elle va pouvoir critiquer, intellectuellement parlant, dans les derniers écrits qu'il a pondus et avec lesquels elle est pas du tout d'accord. Puis souvent, je la voyais chercher ce que je pouvais en penser. On n'essayait pas de tordre les enfants, c'était pas vertical, quoi. Mais honnêtement, pas juste de manière cosmétique. Ça te tirait vers le haut d'une certaine manière parce que t'avais l'impression d'être... qu'elle te considérait l'égale d'elle-même et elle respectait mon point de vue. Ma mère, elle m'a appris à penser, quoi. Et en même temps, il y avait un truc qui n'était pas très adapté. Elle tenait pas compte de nos âges. Voilà, moi, elle me parlait comme si j'avais tous les tenants, les aboutissants, j'allais comprendre le débat idéologique derrière, etc. Moi, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais quand même petite, quoi. Elle était dans une position qui était militante et qui était militante aussi dans les rapports interindividuels, intersubjectifs, et notamment avec sa fille. Si t'as acheté un petit haut ou je sais pas quoi à 14 ans ou à, je sais pas, à 10 et que t'as envie qu'elle adhère à ça et tu lui montres, tu dis est-ce que t'aimes et qu'elle te dit écoute, me fais pas chier avec ces conneries, elle avait pas envie que je sois complètement formatée par la norme. Mais là où moi je ne suis pas cette mère-là, c'est que je respecte l'intérêt que mes enfants portent à certaines choses même si je suis en désaccord avec ça. Être mère, c'est aussi accueillir ce désir de l'enfant, et quand bien même il serait formaté par certaines normes, le discours, tu peux pas le tenir tout de suite. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas leur donner la possibilité d'adhérer au monde des adultes uniquement. La liberté, c'est de les laisser faire leur chemin. On était libres, mais on était libres de penser comme eux. Elle était jamais violente, hein, jamais. En revanche, elle me dit, écoute, je suis désolée, ça m'intéresse vraiment pas du tout tes conneries, quoi. Voilà. Et ça, quoi, en tant que petite fille, c'est quoi que tu ressentais à ce moment-là ? Je me trouvais nulle de lui avoir soumise une idée qui était pas ouf, quoi. Mais par exemple, d'aller à la danse, quoi. Moi, j'avais pas particulièrement de goût pour ça, mais en revanche, c'était là où j'avais des copines, quoi. Et comme j'avais un frère jumeau, c'était l'endroit où on n'était pas deux, quoi. C'était que mon endroit à moi, donc en fait, ça avait un sens pour moi. Et elle, ça la surgonflait. En revanche, elle nous aimait vraiment, quoi. Et cette tendresse-là, moi, je l'ai retrouvée quand même nulle part ailleurs. La tendresse d'une main sur le front, le sourire tout à coup quand tu réussis quelque chose et qu'elle est la seule à savoir ce que ça t'a coûté. Cette espèce de connivence hyper forte, adaptée à chacun de ses enfants. La présence, mais même aujourd'hui, qu'elle est plus là, elle est là tout le temps avec moi. Enfin, je me demande ce qu'elle en penserait. Enfin, je lui fais une confiance intellectuelle hyper grande, alors qu'il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec elle. J'étais pas d'accord avec elle, mais il y avait cet espace de discussion, cette bienveillance. Mais même dans ma réaction de mère par rapport à mes enfants là, j'en appelle quand même très très souvent à comment elle a fait avec moi. Et cet immense respect qu'elle avait de ses enfants. Elle a élevé 3 enfants toute seule, quoi. Toute seule, même en palliant et en contrant les conneries de mon père, quoi. Des discours qui peuvent être
méprisant pour les enfants et de venir réparer ça. Voilà. Ou alors, oui, ses épuisements à lui, parce que c'est sa vie professionnelle qui l'épuisait, puis lui, il était super, donc on devait l'admirer, etc. Et le résultat, il était hyper injuste avec nous. Et c'est derrière ma mère qui nous faisait des câlins. Bon. Elle devait aussi nous récupérer quand on revenait de chez notre père, quoi. Le risque que j'ai vécu avec ma mère, et malheureusement, je sens que je fais quand même un peu la même chose, c'est de tellement l'expliquer aux enfants. Bah ouais, je suis de mauvaise humeur ce soir, mais bon, en même temps, ton père fout rien, donc c'est pas normal, etc. C'est-à-dire que ce soit l'enfant qui intègre ça. Alors, il intègre la domination masculine, ça c'est bien, mais en même temps, c'est pas à lui de pallier ça. Et en même temps, moi, j'ai besoin d'avoir des enfants un peu conscients des choses, quoi. Après, c'est peut-être faire assez peu confiance aux enfants, parce que les enfants, ils voient bien quand même l'inégalité, quoi. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils trouvent pas ça normal. Mais je pense que ma manière d'être est la même que la sienne, et que je suis mère comme elle. Comme Camille Kouchner, l'autrice et poétesse lesbienne Joëlle Samby garde un souvenir flamboyant de sa maman. Ma mère s'appelait Marie-Paul Bufuku Musongela. Bufuku, ça veut dire la nuit en Kisongé. C'est une des langues du Kasaï, province de la République démocratique du Congo. Ma mère, c'est une belle femme, grande, plus grande que moi, à la peau un peu plus claire que la mienne. C'est une femme toujours tirée à 4 épingles, avec des hauts talons. Elle a les ongles peints de rouge, des boucles d'oreilles. Elle avait ce parfum qu'elle adorait, je crois que c'est Samsara que ça s'appelait, et un autre qui s'appelait Calèche de quartier. Et puis elle conduisait que un 4x4, c'est un petit 4x4 comme ça. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait bien vivre, je crois, et très croyante aussi. J'étais très fière de ma mère, quoi, fière d'être sa fille. Je sais pas, il y avait un truc comme ça, je sais pas comment dire, c'était beau. Elle venait à l'école. Et alors, elle était habillée, double pagne, chaussures à talons, maquillage, ses cheveux, enfin, magnifique. Et elle marchait comme ça, à grands pas. Et moi, je sautillais comme ça à côté d'elle. C'était la plus belle femme, la plus forte, la plus incroyable de toutes mes copines, mes copains avaient leurs parents, mais c'était rien à côté de la mienne. Tu vois, il y avait un truc comme ça. Quand j'étais en primaire, on était très peu de Noirs et d'Arabes à l'époque. Et je me souviens de ce garçon qui portait des lunettes, qui me dit oui, mais toi, tu vis dans les arbres ou quoi, et puis ta mère, c'est un éléphant, un singe. Et moi, ni une ni deux, je le pousse ou je lui mets une claque ou je ne sais pas quoi. Donc ces lunettes valsent et elles se cassent. On convoque ma mère, les parents de ce garçon, dans le bureau de la directrice de l'école. Et en fait, on le dit à ma mère, enfin voilà, c'est pas possible, la violence, machin, nanana. Et les parents disent, voilà, les lunettes sont cassées, il faudrait payer les lunettes. Donc elle les regarde et elle dit, moi je suis un éléphant, un singe. Les éléphants et les singes n'ont pas d'argent, je ne rembourserai pas les lunettes. Et elle me dit, Joëlle, tu te lèves, tu vas en classe. Et puis, quand j'ai eu 5 ans, mes parents se sont séparés. Je suis retournée avec ma mère et mon grand frère à Kinshasa, sans mon papa. C'est ma mère qui nous a élevés avec mon beau-père. Et nous, on habitait dans une parcelle. C'est une sorte de terrain sur lequel il y a 1, 2, 3, 4 grandes ou petites maisons. Donc ma mère était commerçante. Elle achetait des produits en gros, des wax, des tissus en lin, puis des t-shirts, de la vaisselle pour maison. Enfin, puis elle avait des dames qui vendaient pour elle au marché. Elle bossait, elle voyageait beaucoup, 2 fois par an, pendant 1 mois, soit en Europe, soit en Indonésie, en Thaïlande. Et elle était aussi à la maison, mais voilà, quand elle était occupée, quoi, elle bossait. Et du coup, mes tantes, mes grands-mères sont elles qui m'élèvent en réalité, celles qui te lèvent le matin, qui t'habillent ou qui te préparent le petit déjeuner. Enfin, en tout cas, c'était pas ma mère. Elle a surtout été un peu à contre-courant, on va dire, de ce qui se faisait
Parce que jusqu'à mes 13 ans, je ne savais pas cuisiner. Et normalement, on apprend très tôt à faire la cuisine, à faire... En fait, ce qui se passait, c'est que quand mes tantes faisaient à manger ou m'appelaient pour aller au marché, je me coinçais comme ça près de ma mère avec un livre grand ouvert. Et donc, du coup, elle faisait « Non, mais laissez-la lire. » Voilà. Un de nos liens, c'était celui-là, le goût de la lecture, de découvrir des mondes. Et en fait, ma mère m'achetait des bouquins. Elle me ramenait toujours quasi une valise complète de livres. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à lire. Et ça, c'est le genre de choses auxquelles j'étais finalement autorisée, qui, je pense pas, être forcément très courant, tu vois. J'ai le souvenir d'une mère très enveloppante. L'amour, il se traduisait pas forcément dans je te prends dans mes bras ou... C'était pas vraiment ça. Quand je pleurais, par exemple, elle ne parvenait pas à me prendre dans ses bras et alors elle mettait sa main comme ça sur mon poignet puis elle me disait ça va aller. J'ai pas de souvenir de mots de sa part, de je t'aime ou pas du tout. Je disais toujours elle console à distance quoi. Il y a un truc comme ça. C'était une femme qui paraissait très dure. C'est-à-dire que quand on entrait dans la parcelle et qu'elle était assise, on pouvait se dire ouais, elle est pas très commode quoi. Longtemps, ado, je me disais, elle est pas sympa, ma mère. Je pense que c'est un truc aussi lié au fait qu'elle était commerçante. Donc, c'était une femme dans un monde d'hommes. Donc, elle avait ce truc où elle pouvait dire, cette personne-là, c'est un escroc. Voilà, ou c'est un menteur. Et moi, je disais, mais maman, tu peux pas dire des choses pareilles. Vraiment, je la trouvais extrêmement jugeante. Et en fait, 9 fois sur 10, ce qu'elle avait dit, c'était juste. Par contre, elle pouvait rentrer dans des colères vraiment sombre et tout le monde s'arrêtait littéralement de bouger, de parler, de respirer. C'était rare, mais qu'on s'en souvenait, quoi. Avec mon beau-père, je me souviens d'une fois où ils se sont tellement disputés qu'elle décide de nous emmener, de partir. Et donc, on est au milieu de la nuit. Elle vient nous réveiller, elle fait « c'est bon, prenez vos affaires, on se casse ». Et nous voilà, mon grand frère, moi, mon petit frère, ma petite sœur, mon arrière-grand-mère, mes 3 tantes, tout le monde dans le 4x4 de ma mère. Mon petit frère qui pleure, moi qui râle, mon arrière-grand-mère qui parle en swahili comme ça et qui dit c'est n'importe quoi, c'est la fin du monde. Bref, pendant qu'on est occupé à faire notre sac, mon beau-père s'en va et je crois qu'il sabote un truc dans la voiture de ma mère. Et ma mère qui s'installe au volant et qui essaye de démarrer la voiture. Mais la voiture démarre pas. Énervée, elle sort de la voiture, elle rentre dans la maison et il y avait un bar avec une jerrycan de whisky. Elle dit, si je m'en vais, la maison elle brûle, tout brûle avec moi. Et elle verse la jerrycan de whisky comme ça dans la maison. Et puis elle dit, cherchez des allumettes. Et donc tout le monde se met à chercher des allumettes que personne n'a jamais trouvées. Finalement, mon beau-père, il fait, ok, c'est bon, je m'en vais dormir à l'hôtel. Donc il va dormir à l'hôtel. Et ça, voilà. Et le lendemain, moi, je reviens de l'école et ils sont assis tous les deux comme 2 amoureux. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Voilà, elle était comme ça. Ma mère a quitté mon père pour ne plus subir ses absences. J'en ai marre des héros. Il a hurlé, il a pleuré. Elle a tenté de lui expliquer, puis a renoncé. Ma mère m'a protégée, ensevelie sous la douceur et les mots. Elle a refusé de me cacher la vérité et a posé ses yeux dans les miens. Il crie, mais je suis plus forte que lui. Bien sûr, je devrais l'aimer au nom du vieux monde. Mais tu me veux libre, non ? Tu verras. Je te le promets, j'y arriverai mieux sans lui. Je serai heureuse, regarde-moi. Ma mère se tait aussi. Elle écoute. Elle laisse une chance au silence. À son bureau, quand je lui parle, penchée sur moi dans mon lit quand elle caresse mon visage, son regard bleu se tourne, sa tête se penche un peu, son œil est doux. Elle m'entend, force de caractère. Rester calme, faire advenir la raison. Je voudrais comprendre comment une femme aussi percutante ne dirige pas le monde.
Camille Kouchner, La Familia Grande. Plus je grandissais, plus je cherchais mon père. Elle disait non, elle voulait rien avoir à faire avec lui, elle voulait pas que j'aie de contact avec lui. Le plus dur, c'est qu'elle m'a dit une fois, oui, mais en fait, qu'est-ce que tu crois? Tu crois vraiment que ton père, déjà, il paye pas de pension alimentaire, il a jamais payé. Et en plus, la raison pour laquelle on s'est séparés, c'était à cause de toi, parce qu'il voulait pas de fille. Ce qui est pas vrai. Mais elle me l'a quand même dit. Et plus elle disait non, plus moi, je m'obstinais. Et elle m'a toujours dit, tu seras déçu. Ton père il va te décevoir. Il sera jamais là. C'est juste des belles paroles. C'est juste. Mais pour moi, ça importait peu. C'était aussi surtout le fait que je ne supportais pas de ne pas avoir la possibilité moi de choisir. Laisse-moi me faire mon opinion. Et donc ma colère, elle pouvait exister. Je suis pas certaine qu'elle pouvait s'exprimer vis-à-vis de ma mère. Tu réponds pas aux aînés. Je me rappelle de la seule fois de ma vie où j'ai dit fais chier ou un truc comme ça. C'était le drame absolu. Comment oses-tu? Ma mère a été capable de ne pas t'adresser la parole, de ne pas te voir. Tu n'existes pas pendant X temps. Et comment tu vivais ces moments de silence alors? J'écrivais. J'avais ce qu'on appelait au Congo les carnets de plaisir, ton journal intime en fait, mais que tu peux passer à tes copines, elles t'écrivent des mots et ainsi de suite. Et j'avais écrit dedans en me disant que jamais de ma vie je ne voudrais ressembler à ma mère. Cette peur de devenir comme sa mère, Claire Richard le ressent intensément depuis toujours, d'autant plus lorsqu'elle est enceinte de son premier enfant. Elle est alors très soulagée d'apprendre qu'elle attend un garçon et non une fille. Quelque temps plus tard, elle découvre dans un livre de l'autrice et poétesse Adrienne Rich la notion de matrophobie. C'est la peur, notamment des filles, de ressembler à leur mère, qui par ailleurs sont chargées de transmettre les normes de genre. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait un choc. En fait, ouais, ça m'a fait ce sentiment de reconnaissance de « Ah, il y a un mot pour ça, cette chose qui est si dure, si privée ». Et tout le concept de matrophobie tel que Adrienne Rich le définit, c'est l'idée que les filles ne veulent pas ressembler à leur mère parce qu'elles voient dans la vie de leur mère l'effet du patriarcat sur la vie des femmes. Et donc il y a cette idée que les mères, c'est les messagères de la mauvaise nouvelle. Et toutes ces injonctions autour du corps, enfin je veux dire moi les injonctions alimentaires, elles sont arrivées dans l'air ambiant comme tout le monde, mais aussi par ma mère. Et elle m'a jamais dit mets-toi au régime, je me suis mise au régime toute seule à, je sais pas, 11 ans. Mais en fait, tu vois, c'est quand même arrivé par des remarques, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires pendant toute mon adolescence. Et quand j'en ai parlé à ma mère à 21 ans, elle s'est mise à pleurer en me disant qu'elle aussi était boulimique. Et je me souviens très bien de ce moment parce que je me suis dit, mais en fait, ça me crée pas du tout un état de proximité. Je me dis juste, putain, tu m'as transmis ça en plus. Ouais, ça t'a pas rendu plus capable de me... Enfin, je sais pas si tu peux protéger de la boulimie, mais en tout cas, prendre en charge. Tu vois, si je pense à un souvenir de mes parents me disant mais si, t'es jolie ou t'es très bien, je pense à un truc de mon père. Mais tu vois, j'ai aucun souvenir de ça de ma mère. Elle m'emmenait acheter des habits, faire les courses, et je sais pas, j'avais essayé un fut qui était qui était trop serré sur les cuisses. Et elle m'avait dit, moi aussi j'avais des grosses cuisses quand j'avais ton âge. Et je pense que je devais avoir, je sais pas, 12 ou 13 ans, tu vois, vraiment le bouh. La peur de devenir ce que notre destin social nous impose est un vécu assez commun chez les opprimés et chez les femmes en particulier. Peur d'avoir des formes, d'incarner la féminité telle que les hommes la définissent à travers leurs agressions sexuelles et leur harcèlement sexuel de rue, par exemple. Et beaucoup d'anorexie sont en lien avec le refus de devenir cette femme-objet que nous pressentons pouvoir être. Il y a la peur de devenir celle qui fait tout à la maison. Alors là, c'est la femme en couple, la femme de... cette bonne à tout faire ou cette bonne à rien qui ne fait que le domestique. Et tout à coup, on va venir attaquer ce qui est notre maison, comme dirait Anne Sylvestre, c'est-à-dire notre corps, etc., etc. Pour devenir mère ou pour nous s'émanciper en tant que femme, il faut mettre en accusation aussi, d'une certaine manière, nos propres mères. Qu'est-ce que je fais de ça ? Et comment j'articule ça avec un discours critique et féministe sur
Mais au fond, les mères, elles sont toujours mises en procès. C'est-à-dire que je reproduis, au fond. En mettant les femmes et les filles et les mères les unes contre les autres, au fond, on rejoue des formes du patriarcat. Et ça, c'est embêtant. On nous prend aussi ce lien. L'enjeu, il est là. Il est de réussir à penser l'émancipation des unes et des autres, quoi. Et donc, il faudrait pardonner à l'une, laisser s'émanciper l'autre, et en fait, on est prises toutes dans ces injonctions-là. Et là, il y a un lieu qui nous réunit d'une certaine manière. Et c'est là peut-être qu'il y a du lien en tant que femme aussi. Pour Annie Ferrand, les filles doivent aussi lutter contre une maternophobie intériorisée, une haine des mères présente dans toute la société, de la littérature au film, des institutions judiciaires aux structures de protection familiale. Dans le champ psychanalytique, la mère est à l'origine de tous les maux. Elle peut être pêle-mêle à l'origine de l'autisme de l'enfant, à l'origine de sa schizophrénie, la dépression de l'enfant, la délinquance à l'adolescence. La plupart des explications de la délinquance à l'adolescence des garçons, c'est la famille monoparentale, c'est-à-dire les mères seules. Le ravage maternel dont parle Lacan, il n'y a pas de concept équivalent de ravage paternel. Il n'y a absolument aucune mesure entre la désignation des mères qui seraient coupables de négligence et la désignation des pères. Je ne vois pas de désignation de père négligent. On dit toujours « il est absent ». Et puis quand on veut éventuellement dire que c'était pas bon pour l'enfant, on va dire « il est passif ». Il a été impuissant. Il n'a pas compris. Une espèce de maladroit comme ça de la parentalité. Et puis quand ils ont été coupables, ils sont rarement désignés seuls. Très rapidement, on va parler de la mère complice, de la mère à côté. Ce déséquilibre-là, il est celui de la misogynie probablement la plus puissante dans un patriarcat. Et donc pour cela, il faut bien écraser la mère et la déjeter loin du monde. Sinon, le père, comme autorité principale et comme figure première de l'enfant, n'est qu'une baudruche. Du coup, mon père, je l'ai revu quand j'ai eu 16 ans. Mais parce que j'ai fait une fugue. Et là où au début, j'avais peur, je disais pas à ma mère que j'allais voir mon père, plus je grandissais, j'étais beaucoup plus claire. Et je pense que ma mère, elle lâche, tu laisses. Pour autant, elle me dit, n'espère pas trop. Tu vas vouloir de lui qu'il soit à un endroit du père, et il n'y est pas. Et elle avait raison. Enfin, c'est ça qui est... c'est terrible, mais elle avait vraiment raison. Je m'en suis rendu compte progressivement, même affectivement, il sera indisponible. C'est pas qu'il manque d'amour, c'est pas qu'il est... Il y a juste un truc, et je comprends ce qu'elle veut dire. Je sais pas comment le... Donc on s'entend très bien, on parle, mais il te pose pas vraiment de questions. Ou s'il t'en pose, ça dure le temps des 5 minutes où vous discutez, et puis après, c'est fini. Enfin, pour moi, c'était ma mère qui avait empêché le lien. Et en fait, quand je le retrouve, mon père s'excuse et il nous dit « Je ne suis plus venu vous chercher parce que je ne voulais pas vous traumatiser ». C'est vrai que quand mon père venait nous chercher, ma mère disait non, ça s'engueulait, mais c'était pas juste les deux. C'était du coup, tu avais les cousines, les tantes, les oncles, les voisins. Et donc ça, c'était tous les vendredis. Au bout d'un moment, il nous dit « Je ne voulais pas vous traumatiser ». D'accord. Il n'empêche qu'il peut très bien venir me voir à l'école. Enfin, je sais pas, qu'il peut chercher, et qu'il l'a jamais fait. Je crois qu'il l'a trompée, elle l'a découvert, elle s'est vengée, elle l'a trompée, elle l'a quitté, et il a demandé pardon, et elle n'est jamais revenue. Je crois que ma mère est tellement une femme de principe comme ça, tu vois, s'il y avait quelque chose de l'humiliation pour elle, ou il y avait un truc de c'est mort. Toute sa vie, je crois que c'était ça, c'était je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Je sais pas d'où ça vient, je crois que c'est juste le fait que tu commences à travailler très tôt dans la vie, que tu dois t'occuper de tes frères et sœurs. T'es vite responsable en fait.
Elle a commencé à travailler, ma mère, elle avait 14 ans. Elle vendait de l'huile là, pour les lampes à pétrole, là, des cacahuètes. Enfin, c'est comme ça. Tout ça pour dire, je crois qu'elle a construit comme ça. Et puis tu t'arrives en Europe, tu dois te battre. Tu fais des ménages, certes, mais en fait, tu te fais respecter. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Je t'appelle, heureuse de la perspective qui s'ouvrait à moi. À la rentrée, je pourrais te soulager un peu et payer moi-même les 800 € pour l'université. Je dis, j'ai trouvé du travail pour les vacances. Tu dis, ah, c'est bien chérie, tu vas travailler où ? Je dis, à l'hôtel Marivaux, femme de chambre. Silence, tu pleures, je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe, maman ? Quelques reniflements, tu dis, c'est dur, c'est vraiment dur comme travail. Je le sais, j'ai été femme de chambre, c'est très dur. Je te rassure, je suis solide et tu le sais. Et puis, je ne peux pas renoncer à ce travail. Je ne veux pas. Nous le savons toutes les deux. Je trouve normal d'en passer par là, normal de travailler, moi aussi, comme tu avais pu le faire. Comme je t'ai toujours vu le faire. J'ai travaillé tout le mois de juillet dans ce 5 étoiles, boulevard Adolphe Max. J'ai serré les dents et massé mon dos tous les soirs. Avec moi, aucune autre étudiante, mais des employés à l'année. Nationalité roumaine, philippine ou camerounaise. Et la gouvernante, blanche, comme la majorité des clients de l'hôtel. Tu avais raison. C'est dur, femme de chambre. Joël Sambi, Boufoukou. Dans le deuxième volet de cette émission consacrée au lien mère-fille, vous retrouverez Claire, Camille et Joël qui raconteront leur relation actuelle avec leur mère. La théorie, ça apaise à des endroits, mais pas tout le temps et pas partout. Ça dépend, je pense, de la profondeur des blessures de cette petite fille, de la qualité de la relation actuelle. Il y en a quand même plusieurs des filles qui disent moi j'aimerais bien lui pardonner, parfois oui, parfois j'y arrive et parfois ça s'en va. Après avoir posé les souvenirs, heureux ou douloureux, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on décide ? Quelle relation on tisse ou pas avec nos mères ? Et puis maman, je t'appelle bientôt. Si tu le veux, on parlera et on s'enregistrera. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Gary Salin. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Texte, Estelle Clément-Béalem. Illustration, Anna Vanda Gogusset. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr sur le Facebook d'Arte Radio ou l'Instagram Charlotte Bien-Aimée. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute avec un livre à soi ou le merveilleux podcast Mon héroïne d'Audrey Bissonnier-Chazal qui enquête sur sa maman décédée du sida dans les années 90. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe et enfantiste.